Nous étions tantôt en train d'évoquer la France avec cette tribune de militaires, en tout cas militaires retraités français, qui évoque un délitement du pays. Tribune donc qui a fait réagir positivement Marine Le Pen, qui appelle ses militaires à la rejoindre. Du côté du gouvernement, la ministre des Armées, Florence Parly, parle d'une tribune irresponsable. Dimas Dikodo, il s'agissait de savoir si, à travers cette phrase, nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation. Les ministres eux-mêmes n'ont pas donné une opportunité à Marine Le Pen. En fait, on juge le gouvernement actuel comme étant responsable du désagrégement de la nation et on tend la main au Front National. Tout le monde sait que c'est ce que le Front National prône, de façon extrême. Hein? Et vous savez, tout ce dont parle au jour le jour le Front National, c'est ça le vrai français. C'est la réalité de la France, ça. Oui. Et c'est ce qu'ils veulent. C'est cette inacceptation de l'autre, cette haine de l'étranger, vous savez, c'est pas uniquement Hitler qui prône la race aryenne, hein? Mais quand vous prenez un Français par rapport à un Africain, maintenant, c'est la race aryenne là-bas, c'est le Français. C'est comme ça ils se considèrent. Vous descendez un tout petit peu dans la société française, dans le bas peuple, vous allez voir la haine, le racisme, hein, vivace au jour le jour. Et moi, je n'ai aucunement envie d'avoir un passeport français. Je n'en tirerai aucune fierté. Je n'en veux même pas. Hein? Je n'en tirerai aucune fierté. Et vous savez pourquoi? Parce que ce papier, c'est seul le détenteur qui en est fier. Tu n'es pas du tout considéré comme tel là-bas. Ce que font les Kofi Yamnian en crachant sur leur pays et en racontant n'importe... Kofi, je le respecte bien. Je le respecte très bien. Je peux me prévaloir de taguer d'ailleurs d'être son ami. Mais ces dernières déclarations-là, ça m'a tellement sidéré. Ça m'a tellement sidéré. En disant qu'un enfant de 4e, là-bas chez eux, dépasse un enfant de 1er au Togo. De terminal. C'est extrêmement grave de faire de pareilles considérations. Parce que quoi? Parce qu'on est complexé. Si on est des politiques à un niveau donné et on veut faire des propositions concrètes pour faire avancer les choses, il faut éviter des comparaisons qui blessent. Il faut éviter des mots qui ravivent des plaies inutiles. Vous voyez, c'est le complexé, l'éternel complexé de noir qui pense que la peau blanche est toujours quelque chose de supérieur. Vous voyez. Donc, ce que la Marine Le Pen et autres prônent au jour le jour, c'est ça la vraie nature des Français. C'est le racisme, l'intolérance. Les autres, on peut les écraser. Et ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts à défendre. Vous voyez? Et donc, oui, c'est vite fait, bien fait, de faire une récupération de cette situation. Mais moi, je ne veux pas prêter à ces généraux qu'on peut considérer comme de vrais patriotes, hein, de vrais patriotes français. Je ne veux pas leur prêter ces intentions-là, d'aller jusqu'à ce point, d'aller sur un point de considération raciste des choses, de considération d'une société à étage. Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils veulent appeler aux valeurs fondamentales qui fondent cette France-là. Du moins, qui est prônée au jour le jour. Qui est prônée au jour le jour. En tout cas, qui sont prônées, ces valeurs fondamentales qui sont prônées au jour le jour pour pouvoir défendre, en tout cas, une image reluisante de cette France pourrie de dessous. Alors donc, ce que veulent ces militaires, c'est que les politiques actuelles... redéfinissent. Oui, c'est ça. Redéfinissent le système, redéfinissent la vision, peut-être la vision des pères, peut-être fondateurs de la République. Parce que c'est ce que Dimas disait tout à l'heure, ce sont ces valeurs. La pourriture aujourd'hui, la décadence aujourd'hui de ces sociétés françaises, je crois qu'avec les gilets jaunes, on a frôlé la guerre civile.
Donc il faut motiver. Donc cette tribune est motivée, peut-être motivée par les manifestations des Gilets jaunes. On n'a jamais vu une telle manifestation en France dans la quatrième République. Mais regardez ce qui s'est passé. Donc il y a une certaine désintégration de la société française. Et malheureusement pour eux, ils sont en train de ils transportent ça en dehors de la France. Donc surtout vers les pays africains ou bien les pays qu'ils appellent souvent les pays en voie de développement, où la France préfère les intérêts aux valeurs humaines. La France préfère ses intérêts aux valeurs humaines. Les valeurs humaines, ça ne dit rien à la France en dehors de la France. Et ça, je crois que ces généraux-là, sont mis par, justement par ce qu'ils sont en train de voir, la désorganisation, la pourriture de ce système de la France. Et je crois quand même qu'ils ont vu juste. Ils ont vu juste si, justement, nous voyons la colère qu'exprime le gouvernement. Oui. Vous avez vu Madame le ministre des Armées, c'est ça? Vous avez vu sa réaction. Donc, c'est-à-dire quand même qu'ils se sont rendus compte de l'effectivité, de la véracité de ce que ces généraux sont. On ne peut pas dire. De la véracité ou de l'exagération? Non, pas de l'exagération. Nous, ça nous plaît. Ça nous plaît que les Français arrivent aujourd'hui. De toute façon, quand vous écoutez les Français, on sait quand même qu'il y a la plupart des Français quand même qui sont contre cette politique française à l'extérieur. Et donc, du coup, ces généraux se situent dans cette dynamique et on dit clairement ce que les gens pensent pas. On dit plus haut ce que les gens pensent pas. Et justement, je crois que ça devait interpeller le gouvernement français, les acteurs politiques français, à vouloir redéfinir la vision. La vision initiale, la vision primaire, s'il faut le dire, des pères fondateurs de la République. Et surtout, et quand ils l'ont dit, on a dit, bon, je suis sidéré d'entendre une ministre des armées, une ministre, dire que ces officiers-là ne représentent que l'ombre d'eux-mêmes. Vous voulez qu'ils représentent l'ombre d'eux-mêmes et vous voulez les sanctionner. Vous voulez les sanctionner. Vous voulez sanctionner des militaires à la retraite parce qu'ils ne vont plus avoir leur, comment vous les appelez, leur pension. Alors qu'est-ce que vous allez leur faire? Même pas. Les gens se sont exprimés. Ils se sont exprimés face à une situation. Donc la guerre civile en France. Où est cette France où il y a la liberté d'expression? Où est la liberté d'expression? Ou, par exemple, à l'extérieur, les diplomates français peuvent se dresser en autocrate, aller sanctionner même la liberté d'expression dans les autres pays. Donc, je crois que ces valeurs-là sont transportées. Et nous, cette tribune plaît bien aux Africains vraiment qui sont ces derniers temps. Moi, je ne fais pas cette lecture systématique de cette. Non, c'est vrai. Je veux en finir. Je veux ajouter que les Français sont toujours fiers d'eux-mêmes. Et cela peut s'expliquer dans ce sens. Mais j'avoue quand même que c'est une remarque pertinente. Ils ont fait un constat de cette France qui se désagrège, cette France qui se pourrit, cette France qui finalement s'écroule, est en train de s'écrouler. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on retient de ce qu'ils disent? C'est qu'ils veulent... Ils ont lancé un appel. Oui, je sais, mais est-ce qu'ils veulent qu'on revienne à quelle valeur de la France en fait? Ben voilà, c'est ce que je dis. Si c'est pour revenir aux valeurs essentielles qu'on connaît la France. La défense. Vous savez que la France, c'est la fraternité, la patrie, de la défense des droits de l'homme. La justice, la fraternité. Ça, c'est la France. Ouais. S'il faut revenir à ces valeurs-là, le problème ne se pose pas. Oui. Mais s'il faut... C'est pourquoi je dis, si c'est une conception trompiste de la chose, avec cet appel pour que la France se replie sur elle-même, avec une fierté aveugle... Un repli identitaire. Oui. Si c'est un repli identitaire, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Dire qu'il faut sortir de l'Union européenne, il faut limiter, en tout cas, sa participation au niveau de l'Union européenne, refonder la nation française, que la France se retourne sur elle-même, se recroqueville sur elle-même pour pouvoir faire valoir cette... Non, si c'est ça, ce n'est pas ça. Oui. Ça, c'est pas ce que moi... Non, ils en appellent à la fin du racisme. C'est quoi ils ont dit quelque chose. La fin du racisme et au risque d'une guerre civile. Je crois que c'est ce qu'ils demandent. Une France blanc, beurre, qu'ils prennent eux-mêmes. Oui. Une France de défense des droits de l'homme. Une France où ce qui est bon pour les Français est bon pour les autres.
Une France qu'on ne peut pas tolérer qu'un président français prenne des armes françaises pour aller tuer un autre chef d'État ailleurs, comme ce qui s'est passé avec Kadhafi. Oui. Comme ce qui se passe peut-être au Tchad ou s'est passé au Tchad. Parce que le général Townsend, l'Américain, a dit devant le Congrès qu'il y a la présence militaire française à l'endroit où, au niveau du front. Et on dit que Idriss Déby a été abattu au front. Et le général Townsend dit qu'il y a eu la présence française là-bas, des troupes françaises là-bas. Et il a dit ça devant le Congrès américain. Et il affirme que Déby a été tué dans des circonstances floues. Dimas, juste pour ajouter ceci. Selon les informations d'un collègue de la société civile du Tchad qui disait ceci, le maréchal Idriss Déby, en quittant son palais pour la France, pour le front, aurait eu des entretiens avec une autorité française, l'informant de sa présence, comme d'habitude, comme il le fait d'habitude. Quand il va au front, il informe l'Élysée qu'il va au front. C'est les informations que nous venons d'avoir. Et donc, connaissant sa position déjà sur le front, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'on savait qu'il a quitté le palais pour le front. Il n'a pas besoin d'informer. Non, mais c'est ce qui s'est passé selon... Il y a des drones, il y a une surveillance satellitaire. C'est l'information que nous devons d'avoir d'un collègue du Tchad qui dit que c'est comme ça. On connaissait de sa position. Et donc la suite, il faut imaginer. Donc quand la France s'écroule, quand la France se désagrège, quand la France se désintègre, nous, ce n'est pas ce qui m'importe. Ça, c'est leur affaire. Mais l'essentiel pour nous, c'est que nous nous retrouvions une certaine identité, nos valeurs en Afrique, pour pouvoir avancer. C'est ce qui est important pour nous. Deuxième sujet du jour, nous parlons du Burundi. Au moins 1300 prisonniers ont été libérés lundi au Burundi, premier jour de la mise en œuvre d'une grâce présidentielle pour désengorger les prisons surpeuplées. Plus de 5000 détenus, soit près de 40% des prisonniers du pays, sont concernés par cette mesure. 3000 seront libérés immédiatement. Les autres, dont la peine a été diminuée de moitié, le seront dans les prochaines semaines, prévues pour débuter en mars. Les libérations avaient été reportées à cause d'erreurs sur les listes des bénéficiaires. Le problème de la surpopulation carcérale, Pasteur Rido, ça fait l'objet des combats que vous menez ici au Togo. C'est un peu le propre de beaucoup de pays africains. Ça doit vous réjouir d'apprendre que les détenus libérés... Oui, justement, je crois que c'est depuis le mois de mars dernier que cela a été annoncé. Mais compte tenu des erreurs sur les listes, donc il fallait réajuster et pouvoir finalement décréter que cette libération soit effective. Je crois que, comme vous venez de le dire, la surpopulation carcérale, c'est de monnaie courante dans les pays africains. Quand vous prenez la prison de Bujumbura, qui devait en principe prendre 4000 va jusqu'à 10 000, hein? 10 000 hein, sur la prison de Bujumbura. Donc, vous comprenez comment les gens, les détenus vivent dans ces maisons d'arrêt. Et la plupart, c'est des détenus politiques au Burundi. Il y en a tellement. Hein, puisque je viens de consulter mon calepin, j'ai vu qu'il y en a tellement de détenus politiques. Vous connaissez, sous le père de la nation, comment il vous appelait, Pierre Nkurunziza, il y avait tellement eu de dérapages, de dérives autoritaires. Et donc, tous ceux qui s'opposaient à lui étaient en prison. Et donc, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse désengorger les prisons et permettre aux normes internationales d'être respectées. Donc, nous nous réjouissons de cette libération. D'ailleurs, c'est une mesure qui est prise par Bujumbura pour se faire une bonne image. Et c'est au même moment où le ministre des Affaires étrangères est en tournée. Donc, il sait que quand il est en tournée, on va certainement poser ces problèmes. Donc, il faut quand même faire... on anticipe. Donc il faut toujours. Moi, je pense que c'est une volonté politique. Il faut tout. Non, c'est ce qu'on entend de lui. C'est pas question d'anticiper, parce que c'est une tournée que eux-mêmes ils ont initiée. Non, je dis oui. Rien ne les pousse à faire cette tournée. Pour demander la levée des sanctions. La levée des sanctions. Et la levée des sanctions est conditionnée par la libération des détenus, le respect des droits de l'homme. Là, avant, au moment de Nkurunziza. Oui, non, bien sûr, c'est ce que le nouveau pouvoir. Voilà. Donc ce que nous sommes en train de dire, c'est que
qu'il y a une volonté politique des nouveaux Oui. dirigeants burundais pour pouvoir se normaliser en matière du respect des droits. Donc c'est une bonne nouvelle et je crois que ça nous rend fiers et que maintenant que Burundi vraiment se repositionne sur le plan international en matière du respect et de la des droits de l'homme et de la démocratie. Dimas? Oh, vous savez, Nkurunziza avait dirigé ce pays comme une épicerie où pour un oui ou un non, on te met au fin. Lui-même, il peut t'appeler de venir jouer le foot avec. Il aime beaucoup le foot. Mais ne le tacle pas. Oui, ben, tu le touches un peu, tu vas en prison. Et non seulement tu vas en prison, celui par qui on est passé pour t'appeler, l'autorité là aussi, on le met en prison. Donc il a choisi un mauvais joueur. Mais bien sûr. Un tacleur. Un tacleur. Vous voyez? Et donc, pour un oui ou un non, tu te retrouves en prison là-bas. Si les autorités actuelles pensent qu'il faut faire les choses autrement, c'est bon, une bonne pense nouvelle, qu'on ne c'est peut bon. Que les applaudir, et les encourager à aller faire davantage, jusqu'à la fin, quoi. Parce que ce n'est pas bien qu'on soit emprisonné pour ses opinions ou pour ses positions politiques. Même plusieurs acteurs de la société civile burundaise disent que parmi les prisonniers libérés, les 1300, ou ceux qu'ils seront prochainement, qu'il n'y a presque pas de détenus politiques. Mais alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent simplement désengorger la prison à cause d'une surpopulation carcérale. Si c'est ça aussi, ce n'est pas quelque chose de mal. Mais ce n'est pas bien de mettre aussi dans la nature des repris de justice, des délinquants de grand chemin. Hein? Des bandits de grand chemin. On les déverser dans le pays. C'est difficile à gérer. Et donc, oui, ça aussi, c'est une appréciation des choses. Vous savez, la société civile a toujours soif de cette justice où elle en fait parfois jusqu'à l'extrême. Je crois que donc, les collègues au fait, je suis en contact quand même avec les collègues aussi de Burundi. Il faut quand même se réjouir de ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il y a même certains collègues militants de la société civile qui sont sur la liste, d'être libérés. Donc, il faut quand même qu'on apprécie ce qui est fait et demander que d'autres collègues soient aussi encore en prison, qu'ils soient libérés. Je crois que c'est ce qui est. Et d'autres, ça s'agit maintenant. Hein. Il devient mature. Vous savez, c'est très bon d'avoir des responsabilités. Et surtout des responsabilités de haut niveau. Donc vous avez des administrés devant vous et vous ne vous intéressez pas uniquement de leur couleur politique. Avant, ils s'intéressaient uniquement à ce qu'on peut appeler de l'opposition. Non, mais pourquoi tu dis ça? Non, moi je suis défenseur des droits de l'homme. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur en matière de droits de l'homme. Mais maintenant, là, il a sous son administration, en tant que agent au maire, en tout cas responsable d'une municipalité, les militants de tout bord politique, il est obligé d'en faire avec. Et donc, il comprend maintenant que si on vit ensemble comme ça ne fait pas mal. C'est la meilleure solution. La meilleure solution. Vivre ensemble, c'est notre souhait de tous les jours. C'est ce que nous prenons tous les jours. Ça dit que le fait de toucher du doigt au jour le jour, cette cohésion le rend mature. Je suis très content. J'étais mature depuis. Il faut grandir. On sait que c'est vrai, c'est fait pour désengorger les prisons. La prison, oui. Mais ces genres de mesures, on les voit. Je me rappelle même au début du Covid-19, on a vu plusieurs pays qui ont procédé à la libération de détenus. Mais rapidement, le problème s'est reposé. Oui, le problème s'est reposé, mais le problème aussi en Afrique, c'est... Est-ce qu'il ne faut pas plus, je veux dire, une réflexion plus large pour trouver des solutions à la surpopulation carcérale? Oui, la surpopulation carcérale, c'est vrai quand même que à la base, d'abord, il y a la lenteur administrative, il y a les détentions préventives trop longues, où les gens sont là 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils ne sont jamais vus. On sait vraiment que le dossier finalement vide, mais on les garde toujours. Et à la fin, on les condamne à la peine qu'ils ont fait. Je me rappelle en 2016 quand j'étais en prison, il y avait un gars qui est là pendant plus de 7 ans en prison et qui ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Un jour, le procureur général est arrivé. Et puis, il s'est approché de lui. Il a parlé avec lui. Il dit, mais qu'il est là 7 ans, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Le procureur dit, OK,
on a pris son nom, ils sont allés, et l'après-midi, le lendemain, on l'a libéré. Parce que 7 ans, on ne sait pas ce qu'il fait à la prison civile de Lomé. Non, ce qu'il a fait pour être là. Ce qu'il a fait pour être là. Est-ce que ça, ça méritait ça? Il est là en tant que en détention préventive 7 ans. Bon, donc c'est dire quand même qu'il y a tout ça aussi. Mais maintenant, quand on libère les gens, quelle vision? On libère les gens, on les laisse comme ça dans la nature. Quelle est la politique après? La réinsertion. La réinsertion. Bon, on n'a pas de ces moyens-là. Dans le pays, on n'a pas ces moyens-là. Donc, quand vous libérez les gens, il y a des gens qui veulent rester en prison, vivre en prison. Parce que là, il y a des affaires. Il y a des gens qui veulent rester là. Il y a des affaires. Parce que c'est un marché. La prison, c'est un marché. Ça me rappelle une anecdote. J'ai un ami qui a fait la prison et il dit qu'il y a un monsieur qu'on a libéré. Oui. Quand il sortait, Oui. il confiait ses marchandises à un ami. Il dit, tu me gardes ça, je reviens. Oui. Voilà, ça vous étonne. Ça n'étonne pas. Quand j'étais en prison... Ça n'étonne pas. Attendez, quand j'étais en prison... C'est un grand business. Celui qui me coiffait en prison, il me disait que c'est sa 7e année, ça. Et ce n'est pas à 7 ans de façon continue. Continue, mais de façon morcelée, détaillée. Il revenait, chaque année pratiquement, il est libéré, mais il revient toujours. Que lui-même, il se débat pour revenir. Et je dis, mais pourquoi tu fais ça? Il dit que lui, il trouve à manger là-bas. Je dis, c'est manger ça? Samuel, c'est ça. C'est une possession. J'ai compris, c'est une possession. Parce que c'est quelqu'un qui coiffe très bien. Et qui peut faire ce travail dehors. Il peut faire ça dehors. Mais habitué à la maison carcérale, à la maison d'arrêt. C'est une possession. Il est possédé, s'il est possédé d'esprit de carcération. C'est ça la situation. Moi, j'étais là, on l'a libéré. 3 jours après, je suis encore là. Il est revenu. Parce qu'il faut faire quelque chose pour qu'on puisse l'incarcérer, pour qu'on puisse le mettre en prison. Parce que c'est du business. Des crieurs, des gens qui crient, des gens qui vont chercher les gens, ils business, ils prennent des trucs. Donc, dans la journée, les gens se retrouvent quand même avec au moins 1 000 francs, 2 000 francs en poche. Bon, donc, pour eux, la prison, c'est un business état. C'est un business état. Donc, ils savent que dans la prison, ils vont manger. Mais je crois quand même que ce n'est pas bon que la jeunesse togolaise, la jeunesse africaine, sache qu'on ne va pas passer sa vie en prison. Et la prison, tout le monde peut aller. Nous sommes tous des prisonniers en sursis. À tout moment, on peut aller en prison. Mais quand vous allez en prison, ce n'est pas parce que vous aurez volé, mais c'est pour des circonstances de la vie. Des circonstances de la vie. Vous lisez la Bible, vous allez voir les prophètes, donc je dis que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que justement, on libère les gens, mais après les gens se retrouvent. Quelle politique vraiment il faut pour que quand les gens quittent la prison... Je voudrais qu'on en vienne. C'est très, très la important. surpopulation carcérale, ce n'est pas la faute de la justice, en fait. Vous envoyez n'importe qui pour n'importe quoi en prison. Pour n'importe qui pour n'importe quoi. D'abord, ça passe par les OPJ. Ça passe par les OPJ qui n'arrivent pas à faire le tri. Qui n'arrivent pas à faire le tri. Parce qu'on t'a arrêté. On t'a arrêté, puis on doit te déférer devant le parquet. Et le procureur aussi, ne maîtrisant pas bien le dossier, te dépose d'abord. Il dit, bon, c'est bon. Oui, ou bien on vous dépose. On signe un mandat de dépôt, on vous laisse là. Si vous avez la grâce, on vous rappelle le plus tôt possible pour voir votre dossier. Dans le cas contraire, on vous laisse là. Personnellement, j'aimerais rendre hommage au procureur Poyodi, le procureur de la République actuelle, qui fait un travail formidable quand même concernant cela. Je vous assure, quand vous allez au parquet, vous allez voir le monde qui est là-bas. S'il voulait déférer les gens en tout temps, je vous assure qu'on n'aura même pas un vrai. C'est vrai. C'est tout un marché devant ça. Même pour qu'il passe pour rentrer dans son bureau, mais il prend le temps de recevoir tout ce beau monde. Au jour le jour. Mais il fait un travail formidable. Non, ça, il faut lui rendre un hommage. L'homme n'étant pas parfait, il y a des choses qu'on peut lui reprocher. Ça, c'est normal. Il faut reconnaître que Poyodi fait un travail formidable là-bas. Et surtout, quand vous l'appelez, vous dites qu'il y a tel détenu. Il dit, ah, ok, pasteur, est-ce que vous pouvez me l'envoyer, envoyer sa famille? Il est toujours, et vraiment, il ça, trouve toujours un terrain d'entente. Ce n'est pas un va-t-en-guerre, c'est quelqu'un qui apaise. Moi, quelqu'un m'a grugé. Quelqu'un m'a grugé. Et j'étais en plein droit de le malmener au niveau de la justice. Arrivé là-bas, il m'a parlé. La façon dont il a présenté la chose. Il m'a démontré que je suis en plein droit de faire tout ce que je veux. Mais si j'acceptais ceci, qu'on me rembourse tout mes fonds,
bonnement, Oui. et que je laisse cette histoire, j'oublie le côté pénal. Et comme il m'a parlé, je l'ai compris. Et j'ai tout laissé. La détention, Tout- oui. c'est l'exception, hein, Oui, comme on vous le voyez. dit. Bon, c'est un ouf pour lui aussi, c'est un ouf pour celui qui m'a fait du mal, du tort, et tout ça là. Même, je vous assure, quand j'ai appelé Maître Degli, qui était mon avocat, je lui ai expliqué la chose. Tout ce que le procureur m'a dit, c'est ce que lui aussi m'a dit. Et tous, ils m'ont donné raison. Mais si vous allez jusqu'à faire enfermer le monsieur là, qu'est-ce que vous allez gagner? Voilà, c'est un peu ça. C'est ça. Et donc, surtout, il y a des affaires, même des affaires civiles, où on doit censer, hein, et des affaires civiles où quand même, il faut que les on gens... n'a pas Oui, besoin bien sûr. d'aller obligatoirement sur le terrain pénal. Oui, On n'a le pas pénal. Aujourd'hui, avec les tribunaux civils, ou c'est pas comme ça s'appelle, Oui. on règle les affaires d'un certain niveau. Oui, bien sûr. On n'a hein. pas forcément besoin d'aller encombrer. Oui, bien sûr, le bien sûr, tribunal, bien sûr, c'est ça. c'est important. Donc, On va aller à la faut pause, reconnaître si cela. vous permettez la grande pause, et on revient après le journal.